Voilà, on va pouvoir démarrer ce premier focus de la matinée. Donc, je suis Alexandre Excoffon, je suis rédacteur en chef de Cadre de Ville. Donc, je vais animer les débats pour ce focus et puis d'autres focus dans la salle des lustres tout au long de la journée. Donc, la thématique de la journée ici, dans cette salle, on va interroger le nouvel équilibre des opérations d'aménagement. On a vu que le modèle était largement bousculé par toutes les contraintes, évidemment, législatives, mais aussi par la nouvelle donne, un petit peu, qu'elle soit climatique, qu'elle soit conjoncturelle. Donc voilà, on va explorer dans le détail les moyens d'action, les outils à la disposition des acteurs de l'aménagement. Je vous rappelle que donc ici, donc salle des lustres toute la journée, on interroge effectivement les nouveaux équilibres des opérations d'aménagement, et il y aura les autres thèmes dans les autres salles, donc salle des séances. On parlera des nouveaux modes de vie, des nouveaux usages, comment les prendre en compte, et puis à l'auditorium Haussmann, une ville adaptable et à impact réduit pour le climat. Voilà, il s'agit de savoir donc ici comment construire, comment apporter des réponses concrètes aux défis multiples, souvent contradictoires, on l'a vu ce matin, qui se posent aux acteurs de l'aménagement. Le premier focus de la matinée sera donc consacré aux nouvelles pratiques de l'aménagement, et puis on en aura un autre juste après pour répondre à la question: la ville est-elle un investissement comme un autre? Quelle place pour les investisseurs? Cet après-midi, on aura également deux autres focus. Je vous fais une présentation un petit peu de la journée rapide, mais simplement pour poser un petit peu le cadre des débats qui débutent. Cet après-midi, on aura également deux autres focus. Le premier sur l'injonction contradictoire entre zéro artificialisation nette et développement, un sujet qui a été évoqué évidemment ce matin dans la table ronde d'ouverture, et également sur la transformation de l'existence, c'est-à-dire comment construire avec la ville déjà là. On aura également, parce qu'on a vu que les questions de valeur, effectivement, étaient un petit peu centrales dans la prise en compte, dans la transformation, en tout cas, des pratiques. On aura une petite keynote également d'introduction au tout début d'après-midi sur l'évaluation extra-financière des projets urbains, sur l'évaluation socio-économique. Alors voilà, on ouvre tout de suite maintenant avec le focus numéro 1, quelle nouvelle pratique de l'aménagement. Donc j'ai le plaisir d'accueillir nos intervenants ce matin. Alors on a changé un petit peu l'ordre des interventions, vous verrez. On va commencer avec Emilio Campos, qui est directeur aménagement et développement de la SEM ARAC Occitanie, et qui va nous parler effectivement de la préservation des terres agricoles, de la biodiversité. On a bien vu que c'était un enjeu majeur, et qui peut-être est encore en construction, qui n'est peut-être pas aussi bien pris en compte aujourd'hui que d'autres problématiques. On disait bien ce matin, il y a peut-être un certain nombre de sujets clés, notamment l'adaptation au changement climatique, mais aussi la biodiversité, qui demandent qu'on approfondisse les sujets, les pratiques. Nous aurons après donc Fabien Guissot, qui est directeur général adjoint développement économique de Grand Paris Aménagement, qui nous parlera d'un nouvel outil qui a été évoqué également ce matin lors de la table ronde. C'est la création effectivement d'une foncière de foncier économique. On a bien vu les enjeux ce matin de ces nouveaux outils de portage à long terme du foncier qui doivent permettre de cadrer un petit peu le développement, d'accompagner les acteurs. Et puis également, on s'intéressera, on a avec nous donc Cédric Graille, qui est directeur général d'Altemed,
là encore un nouveau modèle, un modèle plus métier, hein, avec la fusion de plusieurs structures publiques qui interviennent évidemment sur le territoire montpelliérain. Donc il y a à la fois un office public d'habitat, il y a également une SEM SPL avec la compétence d'aménagement et d'énergie, et puis des filiales projets qui interviennent. Et donc, Cédric Graille nous présentera comment ce nouvel outil, cette nouvelle structure permet de gagner en efficacité et en cohérence, hein, également de l'action publique. Alors, je vais commencer, donc, petite inversion, effectivement, de programme. On va commencer avec Emilio Campos. Donc, je rappelle, vous êtes directeur aménagement et développement de la SEM ARAC Occitanie. Vous intervenez avec deux nouveaux outils depuis quelques années sur les questions de préservation des terres agricoles et je dirais et également sur les fonciers de compensation. Effectivement, toutes les opérations d'aménagement impliquent, hein, aujourd'hui des actions de compensation, et il y a des opérateurs de compensation qui peuvent prendre, évidemment, porter les actions nécessaires. Voilà, donc votre région effectivement est soumise à une pression démographique importante, un développement économique assez rapide, et en même temps c'est une région très riche en biodiversité, en richesse agricole, naturelle. Vous avez créé deux nouvelles filiales de la SEM, ARAC Occitanie. Une filiale, d'abord, donc un opérateur de compensation dont je parlais à l'instant, la SAS Operco, donc c'est opérateur éviter, réduire, compenser en Occitanie, qui donc met en œuvre des mesures de compensation écologique pour le compte de maîtres d'ouvrage publics et privés, peut-être aussi, hein. Et plus récemment, en juin 2002, vous avez créé la foncière agricole d'Occitanie, qui assure du portage foncier pour faciliter, pérenniser les installations d'agriculteurs sur le territoire. On a vu que c'était des enjeux importants, notamment pour certaines métropoles. Certaines métropoles commencent à sanctuariser un petit peu les fonciers agricoles pour s'assurer que les activités productives restent également à proximité de la ville. Donc, Monsieur Campos, donc, cette prise en compte des enjeux agricoles et écologiques dans les opérations d'aménagement est relativement nouvelle. Vous me le disiez dans les échanges qu'on a eus en amont. Comment faire évoluer les mentalités sur ce sujet et comment intégrer ces enjeux le plus en amont possible dans la conception et la conduite des opérations d'aménagement? Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cette invitation à témoigner. Peut-être juste en préalable et pour faire écho avec la table ronde de ce matin, la SEM et la SPL ARAC, je dirais, vient d'être capitalisée à 62 millions d'euros pour pouvoir être un acteur de proximité et pouvoir répondre aux enjeux d'ingénierie et d'investissement sur les territoires pour répondre aux enjeux de développement durable d'une façon globale. L'idée, c'est qu'on puisse mettre un euro et faire effet de levier. On va le voir tout à l'heure sur le témoignage sur les deux foncières dont on parle, en sachant qu'on en a trois autres sur d'autres thématiques qui sont le commerce, que sont le développement économique pour porter des actifs immobiliers. Alors, je ne sais pas si ça suit. C'est bien le bon, je ne sais pas. Oui, alors effectivement, faut passer sur la partie. Ouais. Allez-y, on va trouver la bonne séquence puisqu'on a.
C'est celle-là. Merci. Voilà. Donc, rapidement, hein, comme ça a été dit, hein, la région Occitanie est une région en fort développement démographique et économique. De ce fait, il peut y avoir des sujets d'artificialisation des sols importants, mais surtout qu'aujourd'hui, il y a pratiquement 50% des agriculteurs qui sont censés partir ou quitter leurs exploitations dans les 10 ans qui viennent. De ce fait aussi, l'Occitanie est un territoire de nombreux projets d'infrastructures et de construction, mais aussi elle est très riche en matière de biodiversité, puisque 45% de l'espace régional est reconnu zone d'intérêt écologique et 18% est classé en zone Natura 2000. Donc les deux outils dont on évoque, le premier, c'est une foncière agricole qui a été créée en 2022. Elle a été capitalisée à 1,6 million d'euros. Elle regroupe 13 actionnaires, dont la Chambre régionale d'agriculture, donc la CEMARAC qui est l'actionnaire majoritaire, la Chambre régionale d'agriculture, la SAFER, la coopération agricole, des jeunes agriculteurs, et 5 caisses du crédit agricole avec aussi des banquiers. Voilà, son objectif, c'est de rendre possible les installations durables grâce au portage foncier d'une façon très précise. Hein. On achète le foncier, on le porte entre 4 et 9 ans, mais dès l'origine, l'agriculteur est engagé à pouvoir le racheter. Il paye via un bail SAFER dans tout un processus, tout un process organisé, puisque la SAFER est actionnaire de la foncière. Il le loue et voilà, il est accompagné, il est suivi. En tout cas, l'idée, c'est qu'il ne porte pas le foncier, qu'il puisse simplement s'investir sur la partie immobilier. À ce jour, notre premier bilan, on a déjà acquis 200 hectares de foncier, pour à peu près 700 000 euros. Et toujours dans ce que j'ai évoqué tout à l'heure, hein, le financement de ce foncier, il est financé avec un mixte fonds propres dette. On est allé chercher, on a souscrit un emprunt pour pouvoir, je dirais, démultiplier. Et que par ailleurs, on est en train de travailler avec d'autres acteurs pour pouvoir porter des fonciers agricoles extrêmement onéreux, et surtout sur la partie viticole, dans la partie sud de la région. Le deuxième outil qui nous a semblé nécessaire pour répondre à l'ensemble des enjeux, c'est celui de la biodiversité. Et donc on a créé un opérateur éviter, réduire, compenser en Occitanie, qui lui a 3 actionnaires, hein, la SAFER, la Chambre régionale d'agriculture et nous-mêmes. Cet opérateur a vocation d'accompagner les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés, dans la mise en œuvre des compensations écologiques liées à leur projet d'aménagement, en sachant qu'on a une attention toute particulière en amont, d'où le sigle, d'être attentif à ce que les questions d'évitement et de réduction aient été traitées avant qu'on soit amené d'intervenir en matière de compensation. Cette foncière, elle propose à ses clients publics ou privés des contrats de prestations liés à la problématique de recherche foncière, de foncier compensatoire, mais aussi elle s'engage sur le long terme à traiter l'ensemble des mesures de compensation. Ça permet, je dirais, aux aménageurs publics ou privés d'avoir un interlocuteur unique qui a une fonction d'ensemble liée et qui, lui, derrière, agrège toute une série de compétences, que ce soit écologue ou autre. Alors, on avait été questionné sur la partie... Ah, pardon, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Oui, on avait été questionné, donc en suivant un peu le plan qu'on nous avait proposé, est-ce qu'on peut considérer, quels sont les aspects innovants du projet? Je me dirais qu'il y a trois, de notre point de vue, 3 niveaux. Le premier, c'est que nous sommes une SEM régionale et l'enjeu, c'est d'accompagner le niveau local. Donc on est toujours en train de dialoguer entre l'approche régionale et l'approche locale. La deuxième, c'est d'intervenir voilà, à travers ces 2 filiales et puis les autres sur les piliers du développement durable, avec la partie foncière et la partie préservation aussi des espaces naturels. Et puis la dernière, elle est aussi un peu sur les métiers de la RAC, hein, je veux dire,
comme sûrement beaucoup de SEM, par le passé, je veux dire, on déroulait nos opérations avec une méthodologie, un process. Et aujourd'hui, on est réinvité à, je dirais, ça a beaucoup été évoqué, je pense, dans la table ronde de ce matin, hein, à pouvoir réappréhender les sujets dans une logique de prise en compte de tous les enjeux, de l'ensemble des acteurs qui agissent, de faire en sorte aussi qu'on soit tous concentrés sur l'atteinte des objectifs et qu'on sorte des enjeux, des fois, qui sont des enjeux de pouvoir et des enjeux de silo. À titre d'exemple, la création de la foncière agricole n'a pas été un chemin, un long fleuve tranquille, hein. Des acteurs dont c'est le métier sur le foncier agricole, considérant quel était l'intérêt de le créer, puisque déjà ces choses-là fonctionnaient. Bon. Donc on est dans une démarche, je dirais, aussi d'expérimentation, hein, dans une démarche de recherche-action, puisque l'Operco a été capitalisé à 300 000 euros. On peut se dire, qu'est-ce qu'on fait avec 300 000 euros? Ben, pas forcément grand-chose. Qu'on est en train de bâtir le modèle économique, mais le choix qu'on a fait, c'est d'être dans une recherche-action. C'est-à-dire, on se pose les questions, du moins l'action vient enrichir la réflexion, et la réflexion vient enrichir l'action. Voilà, alors je vais passer rapidement à deux images. Ça, je l'ai évoqué sur la gouvernance, hein. On a dans la gouvernance, au-delà des SAS et de son modèle classique, on a des comités d'engagement qui permettent aux acteurs de participer à la prise de décision, qui apaisent beaucoup les tensions ou les conflits. Ces deux filiales ont été initiées dans le cadre d'un process. D'abord, ce sont des orientations d'initiative régionale. Donc, c'est bien les élus qui ont souhaité que l'on prenne en compte dans notre action ces thématiques. On a commencé par avoir des démarches de préfiguration. Et puis, on a expérimenté avant de définitivement créer les outils. Alors, dans les difficultés rencontrées, les difficultés rencontrées pour la foncière agricole, c'est le modèle économique, hein. Grosso modo, vous pouvez imaginer que certains actionnaires souhaitent qu'il y ait un TRI, le fameux TRI investisseur, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils mettent des fonds propres, leurs fonds propres soit une fructification. Donc, ça a été l'objet. Aujourd'hui, on est 1,7. Hein. De TRI, mais on est encore en échange parce que on souhaiterait que la Banque des Territoires, je veux dire, au cours de l'année 2024, soit un actionnaire. Et là, je ne sais pas s'ils sont là, mais ils ont clarifié leur doctrine concernant la participation au sein des foncières agricoles. Ça, c'est pour la foncière agricole. Pour l'Operco, c'est d'inscrire... voilà, l'Operco est arrivé comme un acteur supplémentaire. Il y avait déjà des acteurs sur la biodiversité. En se disant, on a un peu bousculé le jeu de quilles. Et nous, notre idée, c'est bien d'être dans une posture d'ensemblier, et pas dans une posture... Par exemple, on n'a pas recruté d'écologues, etc. Parce d'abord, notre métier, c'est la maîtrise d'ouvrage. Voilà. Et sur les facteurs clés de succès, je pense que c'est la concertation, le rôle d'assemblier. On a fait un travail extrêmement intéressant, que je ne développerai pas, mais sur un projet de territoire, je dirais, pour définir tous les enjeux, qui soient de développement urbain agricole, pour pouvoir... il y avait 3 000 hectares 10 000 hectares de vente de terres agricoles, et plutôt que ça soit morcelé aux parties, on a eu un travail très collaboratif. Et pour donner un exemple aussi, moi, c'est la première fois que je travaille en collaboration avec des chasseurs, comme étant aussi des acteurs. Donc ça a aussi bousculé nos métiers. Voilà, sur l'évaluation, peut-être, hein, sur l'évaluation, donc des projets sont présentés, comme j'ai dit, au comité d'engagement, puis aux associés. On a, pour la foncière agricole, mis en place un outil de suivi du modèle économique, puisque même si on a une vision très globale, chaque projet est particulier, et on est en train de définir quels seront les critères d'évaluation. Et pour l'Operco, comme je l'ai dit aussi, on est beaucoup plus terre à terre. On est en train de construire le modèle économique. Voilà. Et puis on doit mettre en place un comité d'évaluation
de nos actions. Et pour terminer, les enjeux dans les prochaines étapes, on a besoin d'élargir l'actionnariat, puisque aujourd'hui on est à un rythme de pratiquement 2 dossiers par mois de portage foncier. Donc les 1,6 million de fonds propres vont vite être épuisés. On souhaite, comme je l'ai dit, je veux dire, s'associer à d'autres foncières. Il existe d'autres foncières nationales pour créer des sociétés en commun pour pouvoir porter des projets beaucoup plus importants. Et puis, comme il y a des territoires qui ont aujourd'hui envie, ils ont des plans alimentation, tout ce que vous connaissez, on se pose la question dans l'approche dimension régionale, dimension locale, de créer des outils locaux avec les territoires. Alors lesquels, comment, on n'en sait rien, mais en tout cas, aujourd'hui, on ne s'interdit rien. Et pour l'Operco, les enjeux, ils sont d'élargir l'actionnariat, puisqu'on a aujourd'hui un capital assez faible. On espère aboutir à un premier site naturel de compensation. Là où on a fait un projet, là on a réfléchi à un projet de territoire, donc site naturel qui pourrait répondre aux enjeux de compensation d'un certain nombre d'acteurs du territoire. Voilà, d'une façon synthétique, cette présentation pour pouvoir répondre à vos questions. Merci. Merci, Monsieur Campos. Donc, effectivement, vous dites donc c'est un process, c'est une structure qui est en train de se développer, qui recherche un peu son assise financière économique. Également en interne, ça suppose des transformations. Vous parliez de ce mode projet dans lequel vous êtes. Faut faire, et puis ça enrichit la réflexion. Comment en interne, justement, vous accompagnez l'arrivée de ces nouvelles structures? Comment ça change votre façon de travailler en interne? D'abord, la SEM traditionnelle, elle avait beaucoup soit des constructeurs, ingénieurs avec des profils diversifiés ou des aménageurs. Et là, les derniers recrutements sur ces thématiques, c'est des gens qui viennent d'horizons totalement différents, avec des formations qui n'ont rien à voir, qui au départ n'ont pas forcément été bien compris par je veux dire, les ingénieurs formatés à dérouler un process. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que comme je veux dire, les attendus de notre actionnaire majoritaire dans le rapport au niveau local, dans l'appui au territoire, dans l'ingénierie d'appui au projet, ça suppose que la posture professionnelle, elle doit un peu bouger. Et ça, j'évoquais en matière de gestion de projet, mais il n'y a rien de nouveau. C'est bien une posture professionnelle différente. Et le fait d'apprendre à manager l'ensemble des acteurs sur l'ensemble des thématiques et en intégrer beaucoup plus. Donc on est plus dans une situation de gérer de l'incertitude dans l'élaboration des projets. J'en ai quelques exemples. On intervient là sur une friche, je veux dire, pour faire un nouveau quartier dans la 2e couronne de Toulouse. Ça suppose aussi que nos chefs de projet, je dirais, pilotent le dossier en intégrant d'autres acteurs, d'autres thématiques, au-delà des citoyens, mais de tout le reste. Oui, parce que c'est nouveau de travailler, effectivement, comme vous dites, avec les chasseurs, avec les agriculteurs, donc la SAFER qui devient un partenaire très fort. Sont pas des partenaires avec lesquels les SEM d'aménagement traditionnels avaient l'habitude de travailler. Et puis il y a des nouveaux modèles aussi que vous créez, cette installation de long terme. Et il faut accompagner même le monde agricole, le monde économique dans la durée. Donc sont des choses qui sortent complètement des pratiques habituelles finalement des aménageurs. Il y a de nouveaux modes de faire, de nouveaux champs d'intervention. C'est assez stimulant, mais compliqué aussi en même temps, j'imagine. Compliqué, oui et non. Ça nous oblige à adopter une posture d'écoute bien plus importante, de compréhension aussi de la logique de l'autre.
et de rechercher à intégrer dans la définition du projet, d'abord partager le pouvoir. J'ai employé 2 fois ce terme-là, mais sur un certain nombre de projets, quand on est avec les chasseurs ou quand on est avec la Chambre d'agriculture, ça suppose aussi que dans l'émergence ou la définition du projet, on intègre leur logique et qu'on dialogue beaucoup. Alors c'est un temps plus long pour faire aboutir les projets et l'émergence, parce que ça suppose un dialogue et un échange pour être dans une compréhension. Voilà. D'accord. Est-ce que vous serez avec nous jusqu'à la fin de la table ronde ou vous devez partir un petit peu plus tôt? Alors, j'ai vraiment un train tout à l'heure, là, pour une raison personnelle, hein, vous m'en excuserez, mais peut-être qu'on peut laisser... je peux rester, oui, 30 minutes. Hein. Ouais, en fait, je posais la question pour savoir si dans le public, hein, puisqu'on avait prévu ce temps d'échange avec la salle, effectivement, plutôt à la fin des présentations, mais puisque vous devez partir un petit peu avant, est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Monsieur Campos? Je vous prends à froid, effectivement, un peu. Ah, j'ai une question. Essayez de... à voix haute. Alors, effectivement, on n'a peut-être pas le micro. Je vais voir, mais allez-y, on va vous entendre, c'est calme. Alors, on a identifié aujourd'hui, après un travail d'1 an et demi sur le territoire, hein, sur un territoire où il y a une pression foncière très importante et de développement urbain. Hein. C'est dans le sud, entre Béziers et Narbonne, hein, entre la nouvelle ligne, etc. On a travaillé avec tous les acteurs pendant 1 an et demi pour pouvoir bien identifier l'ensemble des enjeux à prendre en compte et identifier le foncier qui serait susceptible de générer des gains écologiques. Bon. À l'issue de ce travail, c'est à peu près 360 hectares. Hein. On s'est porté acquéreur hein, pour créer un site naturel de compensation. Mais on a bien, pendant tout le travail d'étude, réunissant l'ensemble des acteurs, hein, c'est là où on avait les chasseurs, la SNCF, SNCF Réseau, les communes concernées, mais on a aussi regardé les enjeux d'eau, les enjeux de feux de forêt, tous les enjeux divers et variés, hein, les enjeux écologiques aussi, pour pouvoir effectivement... Alors l'étude a conclu qu'on serait en situation de pouvoir initier un site naturel de compensation, puisqu'il pouvait répondre à tous les enjeux et satisfaire les besoins des différents acteurs. Mais ce n'est pas la seule façon d'intervenir de l'OPERCO, hein, parce que c'est un travail long et on a des fois sur des projets dont les aménageurs sont soumis à la mise en œuvre de mesures de compensation identifiées voilà, d'une façon un peu verticale, des fonciers dédiés pour ça. Mais on souhaiterait, sur le long terme, pouvoir, comme ça a été dit à la précédente table ronde, je ne vais pas dire sacraliser parce que ce n'est pas le terme, mais comment sur un certain nombre de territoires on pourrait effectivement faire des gains écologiques sur des fonciers identifiés, mais sur des fonciers qui répondraient aux enjeux d'aménagement et de développement durable du territoire en question. Est-ce qu'il y a une autre question ? Si, oui, vous avez bien fait. Vous avez bien fait de le dire. Effectivement, dans les conditions de portage, ces questions-là sont primordiales. Voilà. Je ne l'ai pas évoqué. C'est une petite oubli de ma part. Merci. Alors, on va passer à la présentation suivante avec Fabien Guissot. Effectivement, vous êtes directeur général adjoint développement économique de Grand Paris Aménagement. Vous allez nous parler donc de la future foncière de foncier économique qui est en cours de création, qui doit couvrir toute l'Île-de-France. Donc,
Non, pas tout à fait, non, pardon. Bon, alors attendez, je m'emballe. En tout cas, le but est de baisser évidemment le coût du foncier pour les entreprises, hein, pour maintenir des activités productives sur le territoire. Et quand on parle d'activités productives, on parle également d'activités industrielles, hein. Ça a été évoqué ce matin, effectivement, il y a un mouvement de réindustrialisation, hein, de la France qui est en marche, hein, et effectivement, et qui pose la question de quel terrain, quel foncier disponible pour les entreprises, et comment finalement les acteurs publics peuvent garder la maîtrise de ce foncier. Justement, cette foncière de foncier économique, c'est un outil qui va permettre de garder, hein, cette maîtrise foncière, puisque le modèle économique n'est plus celui d'une cession, hein, de foncier, mais celui du bail à construction, hein, finalement, sur une durée relativement longue, qui permet à la puissance publique de conserver effectivement la maîtrise, la propriété de ce foncier, tout en autorisant les acteurs économiques à investir, à atteindre une certaine rentabilité avant finalement de rendre ce foncier quelques dizaines d'années plus tard à la collectivité. Voilà, donc c'est véritablement un changement de modèle, un changement de modèle de propriété. Ça bouscule pas mal les habitudes des acteurs économiques. Votre question, en fait, elle pose très clairement la question de l'usage des fonciers publics, hein, de leur destination, de leur maîtrise par les acteurs publics. D'une certaine façon, vous demandez dans quelle mesure le foncier public doit-il servir les intérêts privés, ce qui a peut-être été le cas pendant très longtemps. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour nous avoir invités à parler du sujet. Alors, je ne sais pas si je vais répondre directement à la question, mais en tout cas, je vais tenter d'y répondre dans le cadre de cette présentation. La première chose, c'est que cette foncière en question, elle n'est pas créée pour le moment, comme vous voyez sur la slide. On est en train d'y travailler avec nos amis de la Banque des Territoires, que je salue d'ailleurs. Et j'en profite pour dire que c'est un vrai plaisir de travailler avec les équipes de la Banque des Territoires et qui nous apportent un conseil précieux sur le montage de cette société, qui est un peu particulière effectivement parce que on a beaucoup parlé ce matin dans la table ronde de foncière, de maîtrise du foncier, mais souvent on mélange en fait dans la logique foncière la maîtrise du foncier et la maîtrise de l'immobilier. Parce qu'en fait, on a plutôt tendance à évoquer des foncières qui sont en réalité des outils de détention d'immobilier. Rarement, ou plus rarement en tout cas, des outils de détention foncière, bien qu'évidemment il y ait des outils importants et puissants, et les PIF notamment en Ile-de-France sur la question du foncier. Là on est rentré effectivement dans une... alors la première chose, c'est que deux premières choses. Cet outil n'est pas créé, on va le créer d'ici la fin de l'année pour qu'il soit opérationnel l'année prochaine. Donc c'est un peu la primeur en quelque sorte du dévoilement de cet outil. Il n'a pas de nom officiel ou de nom commercial, donc effectivement on le présente comme une foncière dédiée au bois à construction. On lui trouvera un nom quand même à un moment ou à un autre. Peut-être, ce qui est important, c'est de revenir sur les raisons pour lesquelles on a souhaité effectivement monter cet outil. Et partir d'un constat, ou de plusieurs constats qui ont fait mûrir un peu notre raisonnement sur le sujet. Les cartes que je vais vous présenter ici sont des cartes produites chez nous, chez Grand Paris Aménagement. Elles n'ont pas vocation à être statistiquement irréprochables, mais ce qui est important, c'est le message qui existe derrière. Ce qu'on constate, c'est que sur la première couronne, sur l'intra 86, on a aujourd'hui environ 2400 hectares de foncier économique au sens économique productif. C'est-à-dire qu'on met de côté les immeubles de bureaux, les zones tertiaires, etc. On raisonne vraiment sur le foncier productif. C'est le foncier qui nous intéresse en définitive. Et on a en réalité déjà un certain nombre de coûts partis, puisque on est
on sait bien comment fonctionne, vous savez tous bien comment fonctionne l'aménagement ici, et donc on a sur ces fonciers déjà des PLU qui inscrivent des mutations potentielles, des actes qui sont lancés, des OAP, etc. Et donc on a déjà des coups partis sur ces fonciers. Et si on dessine un peu ce que peut devenir ce foncier, on est toujours sur l'Intra 86, dans les 10 ou 15 ans qui viennent, potentiellement, on peut raisonnablement se dire que ce foncier d'économie productive, il peut encore perdre entre 30, 40, peut-être 45 ou 50% de ses capacités à un horizon d'une grosse dizaine d'années. Et ça, c'est la suite en fait de ce qui s'est déjà passé depuis 20 ans ou depuis 30 ans en première couronne parisienne. Ça, c'est l'Intra à 86. C'est un constat, effectivement, de disparition du foncier économique productif récurrent depuis plusieurs dizaines d'années et qui donc va se poursuivre puisque l'effet d'inertie, il est présent de toute façon. Si on regarde ce qui se passe maintenant en dehors de la première couronne, sur l'ensemble du périmètre de l'Île-de-France, alors, nous, ça nous intéresse parce que Grand Paris Aménagement, notre périmètre d'intervention, c'est l'ensemble de l'Île-de-France. Environ 80 opérations d'aménagement un peu partout en Île-de-France. Sur du développement de logements, on a un historique sur l'activité économique, et notamment en deuxième couronne, qui est important. Donc, c'est un sujet qui nous touche particulièrement. Et si on fait un bilan, en fait, du foncier économique productif, en première couronne, on l'a vu, on a perdu régulièrement une trentaine d'hectares par an depuis une vingtaine d'années. Et ça va continuer, on le montrait sur les cartes précédentes. En deuxième couronne, en revanche, on a gagné du foncier économique productif régulièrement depuis 20 ans ou 30 ans. Et le bilan net, il est même positif depuis 30 ans. Plus de 100 hectares de foncier économique par an. Seulement, le foncier gagné en deuxième couronne, c'était du foncier gagné majoritairement et massivement sur les terres agricoles. Et donc, on a beaucoup parlé ce matin dans la table ronde introductive du ZAN, de la fermeture, si vous me permettez l'expression, de la fermeture du robinet du foncier. Donc il se passe quoi le jour où tendanciellement on va avoir moins de foncier économique ouvert à l'urbanisation en deuxième couronne, là où on avait les plus fortes capacités en volume, et où en plus, sur la première couronne, on va continuer à avoir une diminution de ce foncier. Il se passe qu'on va vers probablement des frictions très importantes sur le marché du foncier à vocation économique dans l'équilibre entre l'offre et la demande. Et en fait, ces frictions, en réalité, elles ont déjà commencé. Parce que quand on regarde les chiffres, alors vous avez ici des graphiques issus de chez CBRE, mais ça pourrait être de chez JLL ou BNP ou que sais-je, peu importe. En réalité, depuis 10 ans, les valeurs de loyer, les valeurs à l'acquisition de produits de type locaux d'activité, locaux industriels, etc., ces valeurs ont considérablement augmenté. Sur le loyer prime, on est passé en l'espace de 10 ans de 150 à 200 euros. Sur la carte de droite, vous voyez même que la zone qui est la zone intra 86 sud, c'est la zone sur laquelle on a aujourd'hui un loyer prime en locaux d'activité, ou dit locaux industriels, qui est à 250 euros du mètre carré. C'est plus que le loyer prime du bureau. Et ça traduit une chose, ça traduit la friction entre l'offre et la demande sur ces types de fonciers, ces types d'immobilier productif. Donc, on va vers une raréfaction de ce foncier qui a vocation, non pas à accueillir des bureaux. Les bureaux, globalement, on va encore en sortir parce qu'on est sur l'effet d'inertie, mais on a plus de problématiques que de capacités aujourd'hui avec le bureau. Mais on va vers à la fois un renchérissement rapide de ce foncier, de ce type d'immobilier, vers des mutations géographiques qui sont extrêmement importantes, puisque brutalement, en seconde couronne, on va quand même beaucoup moins en faire. Et puis, on a pour autant des besoins qui sont des besoins importants, puisque la tertiarisation de l'Île-de-France a atteint un palier déjà depuis un certain nombre d'années, qu'on est engagé dans un processus de réindustrialisation qui démarre lentement, mais qui démarre quand même, et qu'on a globalement, et c'est les discours que l'on tenait ce matin, qu'on tient globalement, dans lesquels tout le monde est engagé, de développer de l'activité économique, productive, d'accompagner les entreprises, etc. Donc il y a une sorte de hiatus là, entre l'offre et la demande qui est assez important. Alors, en définitive, on cherche à faire quoi au travers de cette foncière? On cherche à dire que certains fonciers, pas tous, certains fonciers économiques
ont une valeur qui dépasse la logique consistant à se dire qu'on peut raisonnablement les céder en pleine propriété à un acteur privé. On cherche en fait à dire que certains fonciers à vocation économique, productive, sont de l'ordre du bien commun, qu'il faut pouvoir conserver dans une logique d'intérêt général sur le long terme. À partir de là, la question c'est quel outil on utilise. Et on a réfléchi au sujet, on s'est dit, ok, le principe, ça doit être de pouvoir maîtriser ces fonciers dans une logique d'intérêt général, mais ça doit être aussi de pouvoir répondre à une autre problématique qu'on observe aujourd'hui, qui est la problématique des zones d'activité économique. Et je sais qu'on est plusieurs dans la salle à réfléchir au sujet, à être concernés sur certains territoires, ou nos amis aménageurs comme nous, sur ces questions de reconfiguration, restructuration, recyclage des zones d'activité économique. C'est un sujet sur lequel on se cogne la tête contre les murs parce qu'on n'arrive pas à trouver d'équilibre économique. En tout cas, c'est particulièrement difficile. Et pourquoi c'est particulièrement difficile? Parce que ce sont des zones, ces zones sont des gigantesques lotissements qu'on a vendus à un nombre d'acteurs privés souvent très important, il y a 20, 30 ans, 40 ans, et que si on veut intervenir dessus aujourd'hui, c'est soit impossible, soit extrêmement difficile, parce qu'il faut remettre la main sur le foncier si on veut faire les choses de manière assez classique, et que ça a un coût qui est un coût d'entrée qu'on ne sait plus mettre sur la table aujourd'hui. Et j'en reviens à ce qu'on montrait précédemment, l'évolution du prix du foncier qui augmente de manière extrêmement importante et qui devient un bien rare, donc cher. Donc si on est déjà cette question des zones d'activité économique, du foncier existant, on a du mal à traiter. Donc le point, c'est d'essayer de se dire, sur les fonciers premium qui nous restent, essayons de ne pas refaire les mêmes erreurs, essayons de conserver sur le long terme ces fonciers économiques, essayons de les conserver dans une logique d'intérêt général. Et pour ça, quel outil on peut utiliser? L'outil de la dissociation foncier-bâti. C'était ce qui était évoqué en réalité ce matin. À partir de là, j'allais dire, on passe dans une logique qui est quel mécanisme on utilise, en sachant que nous, Grand Paris Aménagement, on est aménageurs. Donc notre mission, c'est pas, j'allais dire, de détenir du foncier simplement dans une pure logique de détention. En fait, l'outil qu'on est en train d'élaborer avec la Banque des Territoires, c'est un outil qui a vocation, à échéance du bail à construction, à remettre le foncier, à permettre que le foncier soit recyclé dans des opérations d'aménagement, si c'est nécessaire, bien entendu, si c'est nécessaire, de manière à pouvoir réactiver, recycler, retravailler, restructurer justement ce foncier, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on a beaucoup de mal à faire aujourd'hui. Donc c'est un outil de recyclage sur la très longue durée. Alors, comment ça marche ? Et là, j'essaie de suivre l'objectif de la présentation. Comment ça marche? C'est un outil dans lequel on est deux coactionnaires aujourd'hui, Grand Paris Aménagement en majoritaire et la Banque des Territoires en minoritaire, sur des fonciers qui sont détenus par GPA. Aujourd'hui, on travaille sur ce type de foncier-là pour faire démarrer notre foncière, et sur des fonciers que nous avons en propriété, évidemment avec un accord des collectivités concernées et avec un modèle économique, bien sûr, qui a élaboré spécifiquement pour cette logique-là. Puisqu'évidemment, on est sur une logique un peu particulière. Alors, on est parti du principe du bail à construction. On avait plusieurs possibilités, à la limite le bail à construction, le bail amphithéotique, il y a des choses qui existent, il y a des choses qui sont pratiquées en réalité déjà par exemple Aropa, ADP, de longue date. On est parti sur le bail à construction pour deux raisons. La première, c'est que c'est un mécanisme qui est connu, qui est relativement souple au niveau juridique, mais qui permet de maîtriser, en plus du foncier, la destination. Et ça, c'est le deuxième point important, c'est que quand on vend un foncier en pleine propriété, pour de l'activité industrielle, par exemple, il n'est pas impossible de se retrouver 10 ans après avec un foncier cédé, et pour peu que le PLU, on ait un peu de mal à le tenir, ça se transforme en activité logistique, par exemple. C'est un exemple. Le principe du bail à construction, c'est que la destination, elle est maîtrisée, puisqu'on maîtrise sur la base du permis de construire qui est déposé. Donc on est parti sur cette logique-là, avec un point sur lequel je rebondis effectivement, et qui est un point important pour nous, on n'est pas du tout anti-business. L'objectif, c'est pas d'empêcher les entreprises de s'installer, c'est même le contraire en réalité. C'est de favoriser l'implantation d'entreprises en disant à ces entreprises, je vous élimine en fait le coût d'entrée du foncier, puisque ce que vous allez payer, c'est pas le foncier cash à l'instant T,
c'est en réalité une redevance étalée sur 30, 40, 50, 60 ans, donc un loyer que vous allez payer tous les ans. Et compte tenu de l'évolution du prix du foncier, et compte tenu par ailleurs des taux qui sont aujourd'hui des taux un peu compliqués pour les entreprises pour aller chercher de la dette pour acquérir du foncier, alors qu'elles ont même à développer leur immobilier et leur ligne de production, si on parle d'industrie, on considère que c'est plutôt un service qu'on peut leur rendre, au contraire. Et certaines entreprises avec lesquelles on discute, qui sont des entreprises qui fonctionnent à l'échelle internationale, nous disent ok, pas de problème, moi je le fais déjà au Royaume-Uni, je le fais déjà en Asie, je le fais déjà aux Pays-Bas, en Suisse. Et quand on commence à regarder ce qui se passe ailleurs, en dehors de l'Île-de-France, c'est toujours utile de regarder ce qui se passe en dehors de l'Île-de-France, on s'aperçoit qu'en fait, ce type d'outil a déjà été utilisé ailleurs. Et que certains territoires, d'ailleurs en France, depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, parfois un peu plus, l'ont systématisé. Les territoires savoyards, notamment, qui ont connu la raréfaction foncière avant qu'elle nous tombe dessus, ont déjà utilisé ça depuis 5 ou 6 ans. L'agglomération d'Annecy ne vend plus aucun foncier en pleine propriété depuis 5 ans. Mais que du bail à construction, les fonciers publics. Donc c'est des choses qui existent, et c'est des choses qui ne sont pas anti-économique, anti-entreprise. Vous le disiez tout à l'heure très justement, l'objectif c'est évidemment que l'entreprise, ou le promoteur, ou l'investisseur, qu'il ait un temps pour amortir son bien et qu'on lui rajoute un temps nécessaire à sa rentabilité, à son rendement, et on calcule la durée du bail à construction en fonction de la typologie du projet, en fonction du montant d'investissement, et c'est normal. Donc l'objectif n'est pas du tout de ralentir l'activité économique, c'est même de l'accélérer. C'est également, en fait, de casser la logique de spéculation foncière en se disant que ce foncier, il est rentré, finalement, la foncière va l'acheter à GPA, à Grand Paris Aménagement, à un prix. Et en sortie, ce prix, j'allais dire, il sera juste inflaté, en quelque sorte, de l'évolution des prix. Mais on aura cassé la logique de spéculation foncière de manière à conserver des fonciers accessibles sur la durée. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Alors, difficultés, clés de succès, il y a des difficultés, objectivement. La première des difficultés auxquelles on est confronté, c'est que, si vous me permettez ce terme, le marché est peu éduqué aujourd'hui sur ces questions. Et on s'aperçoit, on voit à quel point, en réalité, cette question de la propriété, on parlait ce matin, Jean-Baptiste Butlen parlait de la logique de la question autour de la propriété, c'est particulièrement prégnant sur le monde économique et sur les entreprises, et notamment quand on parle d'économie productive avec des fonciers liés à l'activité économique. Cette question de la pleine propriété, cette question du patrimoine du chef d'entreprise, cette question de la retraite du chef d'entreprise, de ses enfants, de ses petits-enfants, c'est parfois le discours qu'on entend. C'est une question qui est une question absolument primordiale. Est-ce qu'un foncier qui a été aménagé avec de l'argent public est là pour constituer la retraite du chef d'entreprise, de ses enfants et de ses petits-enfants? C'est une question. Et en tout cas, ces fonciers sont là pour générer de l'activité économique, ils sont là pour générer de l'emploi, ils sont là pour générer des incidences positives sur le territoire, ça c'est certain. Pour le reste, c'est à voir. Donc forcément, c'est une logique de marché qui est une logique de marché à laquelle on n'est pas habitué en Île-de-France. On est dans une situation par ailleurs qui n'est pas très favorable en ce moment, donc c'est évidemment plus difficile à mettre en œuvre, notamment quand on a des intermédiaires de type promoteur. C'est plus facile avec des investisseurs qui raisonnent de manière un peu différente, qui ne raisonnent pas en bilan mais qui raisonnent en BP, en business plan, c'est pas la même chose. Et les clés de succès, bien sûr, c'est la conviction des collectivités, c'est la limitation des effets de bord. En fait, si on veut que cette logique d'utilisation du bail à construction, en tout cas de la dissociation foncier-bâti sur les fonciers économiques fonctionne, clairement, ça veut dire que dans les années qui viennent, il faut qu'on soit plusieurs à s'y mettre. Alors je sais que les réflexions depuis 6 mois, et c'est ce que disait la Banque des Territoires tout à l'heure lors de la table ronde, depuis 6, 9 mois, 1 an, ces réflexions sur le foncier s'accélèrent de manière extrêmement importante. Ça c'est intéressant parce que limiter les effets de bord, c'est une clé de succès. Si sur un territoire, on est en bail à construction, mais sur le territoire d'à côté, on continue à vendre du foncier en pleine propriété, avec des qualités, on va dire, de logique géographique, de qualité des fonciers qui sont sensiblement les mêmes, forcément on aura plus de difficultés. Voilà pour
pour ces points. Et puis, je le disais, on est sur les prochaines étapes. On est presque à la création, avec quand même un point clé. C'est qu'on est en train en parallèle de négocier les premiers bois à construction. Donc ça sera évidemment le discriminant, ça sera de signer les bois à construction. Sinon, on aura beau avoir créé une foncière, elle ne nous servira pas à grand-chose. Merci pour votre attention. Merci. Merci Fabien Guissot. Vous dites effectivement l'une des principales difficultés, c'était la façon dont tous les acteurs traditionnellement sont un petit peu drogués à la propriété, à la pleine propriété des terrains. Ils ont du mal à revenir en arrière, à imaginer. On n'a pas les mêmes systèmes que dans d'autres pays, que vous évoquiez aussi, comme le Royaume-Uni, où c'est nettement plus admis, répandu en fait. Vous disiez attention à ces effets de bord, effectivement, avec des trajectoires, des territoires qui peuvent être en concurrence. Christine Lecomte le disait ce matin, quelque part, on a besoin d'un cadre un peu national, d'une stratégie un petit peu nationale qui peut venir accompagner des stratégies plus locales. Comment lever les freins justement à la généralisation un petit peu de ce nouveau modèle? Bon, déjà, je suis un peu volontaire, un peu provocateur en disant que l'objectif, c'est pas de faire disparaître la propriété. D'ailleurs, sur le bail à construction, précision, en fait, la propriété du foncier est conservée par l'acteur d'intérêt général. La propriété de l'immobilier est 100% privée. C'est-à-dire que dans un bail à construction, l'opérateur privé, l'investisseur, le promoteur ou l'entreprise qui construit son bien immobilier, il en est pleinement propriétaire, au sens du Code civil. Donc il a des droits réels sur l'immobilier. Donc ça, c'est quand même un point important. C'est qu'il reste de la propriété, en fait, de la pleine propriété sur l'immobilier, pas sur le foncier. C'est la dissociation. C'est la dissociation. Après, l'objectif, je pense, n'est pas... Enfin, je vois mal comment l'objectif consisterait à imposer de manière brutale une transition sur l'ensemble des fonciers économiques de la cession en pleine propriété vers le bail à construction. Et d'ailleurs, nous, ce qu'on pense, c'est que il y a des territoires plus favorables que d'autres. Il y a des territoires qui sont des territoires peut-être moins connectés, moins centraux, moins premium en ce qui concerne la nature, la localisation des fonciers économiques, sur lesquels il n'est pas forcément cohérent de mettre en place ces systèmes de dissociation foncier bâti, parce que la typologie des entreprises qu'on cherche à attirer ne correspond pas nécessairement avec ces modalités-là. Donc la question se pose sans doute sur des fonciers qui sont les plus importants, ceux qui deviennent les plus rares, les parcelles foncières à vocation économique qui sont de taille significative, celles sur lesquelles on cherche à avoir vraiment un mouvement de réindustrialisation, celles sur lesquelles on va avoir une vraie dimension stratégique, précisément pour attirer des entreprises exogènes, des grandes activités industrielles, des grands sites de production, celles sur lesquelles on a mis particulièrement ou singulièrement beaucoup d'argent public, justement pour faire en sorte que ces fonciers puissent générer de l'emploi. Donc il y a peut-être des critères, et qui sont des critères que l'on pourrait utiliser pour essayer d'orienter justement cette logique un peu plus de maîtrise du foncier à vocation publique sur le long terme. Bon, on n'en est pas là pour le moment, mais en tout cas, voilà. Nous, l'objectif avec la création de cet outil qui a vocation à gérer les fonciers de Grand Paris Aménagement dans un premier temps, c'est aussi, dans un sens, de lancer la réflexion sur ces sujets-là, évidemment. Okay, merci. Merci Fabien Guissot. On est un petit peu en retard, donc on va passer directement à la présentation suivante avec Cédric Graille. Cédric Graille, donc vous êtes directeur général d'Altemed. Altemed, c'est un nouvel acteur qui est né effectivement, comme je le disais tout à l'heure, du rapprochement de plusieurs entités publiques, un office public de l'habitat qui
qui gère plus de 22 000, je crois, logements sur le territoire montpelliérain, une SEM SPL qui a la compétence d'aménagement et d'énergie et des filiales de projets. Donc c'est un rapprochement d'acteurs un peu innovant. Vous me disiez effectivement en amont des entretiens, c'est aussi une réponse à la crise actuelle. C'est une nouvelle façon de faire travailler ensemble des acteurs très différents pour surmonter les blocages, notamment, pour accélérer, pour gagner en agilité, et puis pour donner aussi plus de cohérence à la décision publique. Et vous dites également que effectivement les nouvelles contraintes qu'on évoquait ce matin, tout ce nouvel environnement, cette nouvelle donne auquel tous les acteurs de l'aménagement doivent faire face, et pour vous, ça n'est pas une contrainte, mais c'est plutôt une incitation à l'innovation, une opportunité pour créer de nouveaux modèles. Justement, l'innovation, donc c'est la clé d'une transition réussie dans votre modèle. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je vais essayer d'être rapide du coup, puisque je crois que j'ai quelques minutes. À Montpellier, donc métropole de Montpellier, nouveau maire-président 2020, juillet 2020. Le président de la Fosse, qui est aussi président d'ailleurs de la SERM et sa troisième, donc de la SEM et de la SPS, de la SPL, avait été adjoint à l'urbanisme en 2014, enfin quelques années avant. Et il a, d'une certaine façon, entre guillemets, j'allais dire deux obsessions, mais deux volontés. La première, c'est d'aménager autrement. La deuxième, c'est d'aller vite. Et le début du mandat, d'une certaine façon, alors je dis ça parce qu'évidemment, il y a plusieurs temporalités. Quand on est bailleur social, on n'est pas aménageur, quand on n'est pas énergéticien. Mais les premiers mois du mandat, d'une certaine façon, l'ont conforté dans sa vision que les outils qui étaient à disposition sur le territoire ne permettaient pas d'aménager comme il le souhaitait, et pas d'aménager d'ailleurs, ou de mener des politiques publiques aussi vite qu'il le souhaitait. Parce qu'effectivement, il est assez préoccupé par l'avancée et que les projets d'aménagement et les choses qui se voient, enfin, je pense qu'on a toutes ces préoccupations. Montpellier, il y a une spécificité, en tout cas chaque territoire est spécifique. Il y a un bailleur social, ASM Habitat, historique, qui a 100 ans, qui gère à peu près 25 000 logements, qui est très concentré d'ailleurs sur la ville de Montpellier et un petit peu sur la première couronne. Et puis il y a un aménageur historique que tout le monde connaît dans cette enceinte, qui est la SERM, qui a 60 ans, qui est avec une SPL, donc la SERM et la SA3M, qui elle aussi s'est beaucoup développée, entre guillemets, avec le syndrome SimCity, des opérations d'aménagement où on partait de rien et on construisait la ville. Donc, et d'ailleurs, cette SEM et cette SPL avaient la double compétence, aménagement et énergie. Il y a d'ailleurs, la SEM c'est Georges Frêche qui avait créé les réseaux de chauffage urbain à l'époque pour donner une certaine solidité financière à l'activité de l'aménageur. Tout ça pour dire qu'en juillet 2020, donc quelques mois après les élections de 2021, quelques mois après les élections de 2020, le président maire de la Fosse m'a demandé de fusionner, entre guillemets, tous ces outils pour aller plus vite et éviter les frictions et de perdre du temps entre des acteurs qui ne s'entendaient pas toujours. Donc 1er juillet 2021, il a effectivement demandé le rapprochement des entités. Alors, je le dis, au début, c'était 1er juillet 2021, c'était une fusion. Et je vais essayer d'aller assez vite, mais très rapidement, quand j'ai été mandaté, à l'époque, j'étais DG d'ASM Habitat et j'ai été mandataire social à partir de septembre 2021 de la SERM et sa 3M. En fait, assez vite, on a basculé vers un autre outil juridique, qui est la question en utilisant le dispositif législatif de la loi Elan de 2018, puisqu'on a fait une société de coordination, on est passé par une société de coordination. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la société de coordination, c'est une sorte de holding, mais inversée. C'est-à-dire que ce n'est pas la SAC qui détient les parts d'ASM Habitat, comme vous le voyez, qui est un épique au passage de l'ASM et de la SPL. Donc l'organigramme qui est présenté, le diagramme est faux. En fait, c'est ASM Habitat qui détient 55% de la SAC, la société de coordination de la loi Elan. La SERM et sa 3M 40% et la SA3M 5%. Mais en tout cas, en termes de communication, et notamment vis-à-vis de l'ensemble des acteurs du territoire, mais également des salariés du groupe Altemed, on simplifie ça en disant que c'est une société de coordination, qui est une SAC, qui permet
de coordonner les 3 entités qui est CERM, donc la SEM, la SPL et le bailleur social. Tout ça dans un pacte d'actionnaires. Donc en fait, tout ça est lié par un pacte d'actionnaires. Et le président de la SAC, c'est le président maire de la fosse. Le DG de la SAC, c'est moi, je suis aussi mandataire social de la SERM et sa 3M. Le décret de 97 sur les offices HLM m'interdisent d'être le DG de l'office. Donc le DG d'office est une autre personne qui s'appelle Alain Braun, mais on est lié par un pacte d'actionnaires. Et donc Altemed, aujourd'hui, a 3 métiers. Un métier d'énergéticien, qui est exercé par la SERM, qui porte le réseau de chauffage urbain, la SA3M, qui d'ailleurs vient d'être attributaire d'une autre partie du réseau de chauffage urbain, et qui a aussi la compétence pour faire du photovoltaïque, et le logement social à travers ACM Habitat. Par ailleurs, on a d'autres filiales, Énergie du Sud et compagnie, et puis on est en train de créer, nous aussi, on est agréé au FS pour ACM Habitat. On a une foncière, Sermidé, qui porte des actifs économiques, et on est en train de créer une autre foncière, notamment pour s'occuper des commerces et des fonciers économiques premium, comme effectivement ça a été fait à Grenoble depuis plusieurs années, qui est un projet intéressant. Je ne vais pas aller sur le détail de l'agrément, mais tout ça est allé assez vite. D'ailleurs, c'est l'occasion de remercier à la fois l'USH et le ministère. Je dis ça parce que la loi Élan de 2018 ne prévoyait pas qu'on regroupe une SEM d'aménagement pur et un seul bailleur social, puisque dans la SAC, il y a un seul bailleur social. La loi ne l'interdisait pas, mais ne l'a pas prévu, ni dans l'exposé des motifs, ni nulle part. Donc il a fallu, entre juillet 2021 et l'agrément du ministère qu'on a eu le 16 novembre 2022, travailler avec les services du ministère et le ministre sur la façon d'interpréter la loi. Donc le ministère a été conduit, c'est passif, a été moteur, a écrit la doctrine ministérielle sur ce sujet. Et aujourd'hui, donc, il est possible de créer une SAC avec un seul bailleur social, un aménageur qui fait une SEM qui ne fait pas du logement social et une SPL qui ne fait pas du logement social avec une part très faible, 5%, pour conserver le caractère in-house. Mais je ne vais pas entrer dans les détails, mais ceux qui s'intéressent peuvent me contacter. Je remercie parce que le ministère, donc la DHUP notamment, la DGALN, a conduit ça de façon très bénévolente et a essayé de trouver une solution. Pour autant, et je le dis aussi, cette solution d'avoir un acteur unique, aménageur, énergéticien, logement social dans une seule entité, je ne suis pas certain. Certains craignaient que toutes les grandes métropoles s'en saisissent, mais je pense que pour le coup, ça a assez peu de chances de se propager énormément. Pourquoi ? Parce que je pense que chaque territoire est différent, et pour coup, à Montpellier, il y a la RAC qui intervient aussi, mais enfin, CERM et sa 3M, en termes d'aménagement, est très puissant, l'office public est très puissant, il y a assez peu d'acteurs, et tout ça se concentre assez facilement. C'est beaucoup plus compliqué à Marseille ou ailleurs, où il y a plusieurs ESH, il y a plusieurs aménageurs et compagnie. Alors après, la question, je n'ai pas fait facteur clé de succès et compagnie, mais la question, je vais rester sur ça. C'est pourquoi on l'a fait, quel est l'intérêt de le faire ? Premièrement, je pense que l'unité de commandement, présentée comme ça fait un peu naïf. Tous, dans nos organisations, on sait que c'est mieux qu'il y ait un chef qui invite les autres à avancer. Quand il y avait le DG d'ACM Habitat et le DG de la SERM, outre le fait qu'ils avaient le même père, la métropole, déjà ils avaient du mal à s'entendre avec le même père, et c'est pas certain qu'entre frères ils s'entendent bien. Donc là, au moins, les réunions de famille, elles sont simples, il y a un seul chef, qui est Michael Delafosse et qui est moi. Je dis ça, mais tous les jours, ça fait 1 an et demi qu'on l'a mis en place, je sais qu'on gagne du temps. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, la question de la taille critique, notamment sur les fonctions support et autres. C'est quand même essentiel parce que même si la SEM et sa 3M avaient 160 salariés et ACM Habitat avait 350 salariés, c'est plus facile de faire une vraie DRH, une vraie direction des finances, etc., sans avoir des risques avec peu d'effectifs sur un groupe de 500 personnes. Donc la taille critique, elle n'est pas du tout négligeable. Ça a permis aussi de développer des nouvelles fonctions. On a boosté l'urbanisme transitoire, on a mieux coordonner le travail de requalification, notamment de renouvellement urbain, notamment sur la Mosson. Très clairement, les projets, on a pu les accélérer. Tous les sujets transverses de transition climatique, l'intégration de tous les métiers ensemble le permet aussi. Et puis, il y a un aspect qui est plus culturel. C'est très intéressant que les aménageurs
travaille avec les gestionnaires de logement social. Parce qu'on n'aménage pas de la même façon quand en permanence on gère des problèmes avec des locataires ou des espaces privés, des espaces publics. Et je ne veux pas caricaturer, mais l'aménageur qui est souvent un peu caricaturé comme quelqu'un qui a une vision stratégique, a une temporalité très longue, et un bailleur social qui est tous les jours les mains dans le moteur. Là, c'est très intéressant parce que du coup, le directeur d'ASM Habitat et le directeur de chez moi de l'aménagement, ils discutent ensemble et on n'a pas du tout, 1 an et demi après, la même façon d'envisager comment on construit la ville. À partir du moment dans le COMEX, il y a un spécialiste, il y a un opérationnel de l'énergie, un opérationnel du logement et un opérationnel de l'aménagement. Ça crée une valeur très forte, c'est dans le COMEX. Et je dis cet aspect culturel, comment dire, ça peut donner l'impression d'être des paroles de congrès, mais en opérationnel, d'avoir des gens qui ont des cultures différentes, je pense qu'on change complètement la façon d'envisager la ville et la temporalité de la construction de la ville. Ensuite, par ailleurs, l'un des reproches qui était fait d'ailleurs à ces outils, c'est qu'on était très concentré sur Montpellier. Or Montpellier, la métropole de Montpellier, c'est pas que Montpellier, c'est 30 communes autour, on connaît tous ces sujets, donc des agglos. Et quand vous voulez commercialiser, aller voir les maires pour vendre vos produits, d'aller avec des solutions sur le photovoltaïque, sur des petits réseaux de chauffage urbain, sur sur le savoir-faire, sur l'aménagement, plus de pouvoir faire du logement social. Bon, ça fait un peu formule all-inclusive, mais c'est quand même très efficace parce qu'il y a beaucoup de maires, de fil en aiguille, on se rend compte qu'il y a un foncier, un machin, un centre d'enfouissement technique, ah bon, on pourrait faire du photovoltaïque, on pourrait faire un truc, et ça développe beaucoup les opportunités et le business pour le groupe Altemed. Il y a un autre aspect intéressant, mais on a parlé de la crise tout à l'heure, du logement, mais enfin la crise de la filière immobilière. Je pense que tous, dans nos entreprises d'aménagement ou enfin dans la filière immobilière, on passe nos journées sur le terrain et on arrive à sentir ce qui se passe vraiment. En même temps, c'est compliqué quand, par exemple, on ne fait pas de la promotion immobilière, qu'on n'est pas acteur immobilier opérationnel, de savoir vraiment ce qui se passe. Et je dis ça parce que ce groupe Altemed, par son positionnement, il a une capacité de détecter très rapidement les signaux faibles. Parce que, par exemple, quand plein de promoteurs viennent vous voir et vous disent « Ah bah oui, attention, les coûts de construction seront explosés », moi, par ailleurs, je suis bailleur social, à ASM Habitat, je fais 1000 logements par an. Quand je fais des appels d'offres, je vois effectivement ce qui se passe sur le gros œuvre, sur l'ensemble des lots. Quand, par exemple... moi, j'ai beaucoup de logements social. En tout cas, il y a un marché. Quand le marché locatif est en train de se tendre, on le sent très vite quand on a le bailleur social, on le sent moins vite quand on est aménageur. Tout ça pour dire que dans un COMEX, quand vous avez tout ça, ça permet d'anticiper. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, très rapidement, parce que la crise de l'offre dont tout le monde parle aujourd'hui, qui fait l'objet de tous les séminaires de toute la France hexagonale, déjà, quand on réfléchit tous ensemble, on sait que ça fait 10 ans que c'était le cas. Et depuis 3 ans, on pouvait la détecter quand même très facilement, notamment dans les zones tendues. Je ne parle même pas de l'Île-de-France, hein, la zone tendue. Et du coup, dès février 2022, donc avant tout ce qui est en train de se passer, on a lancé un choc de l'offre en consultation. Donc on a lancé 8000 logements sur l'ensemble de nos AC. On a pris toutes nos AC, on a fait un petit screening et on a identifié tous les fonciers, même s'ils sont rares. Et on a poussé comme ça une centaine de lots en consultation pour construire 8000 logements. On en a déjà attribué 6500. Bon, évidemment, après, on a été percuté par la crise actuelle. En tout cas, ça nous a permis véritablement d'anticiper la crise de l'offre, de sentir et de lancer des opérations. D'ailleurs, au passage, la crise qu'on a, de la même façon, on a pu construire très rapidement, pas uniquement à cause d'Altemed, mais parce qu'Altemed est aussi un acteur qui sent ce qui se passe sur le territoire. On a pu lancer, la métropole a lancé un plan d'urgence immobilier en mettant 100 millions sur la table, en rehaussant la VFA sociale, en multipliant les aides à la pierre et compagnie. Enfin, il y a 100 millions qui ont été mis, donc c'est important, c'est que... et puis, troisième aspect, là aussi, on a lancé les assises du logement sur le territoire avec l'idée d'alimenter le congrès HM qui aura lieu à Montpellier donc en octobre 2024. Il y a 2 aspects que je conclurai parce que je suis déjà trop long, sur lesquels je voulais insister. Bon, évidemment, ce groupe-là, je n'ai pas tout détaillé, il y a plein d'outils qu'on est en train de mettre en place. Les outils dont on a parlé, donc on a une première foncière qui porte des actifs économiques, on crée une autre foncière de 150 millions d'euros qui a pour objectif de porter tous les fonciers avec une bonne rentabilité pour notamment financer des fonciers à faible rentabilité comme les commerces.
En gros, on essaie de faire une péréquation, on prend 10 ou 15% pour faire une petite foncière commerce avec une sorte de structure d'effaisance avec une RLB très faible, mais qui est matchée, enfin qui est péréquationnée par les actifs qu'on a avec une bonne RLB. Et dedans, avec une gouvernance différente, c'est-à-dire que la foncière gère avec un pacte d'actionnaires avec toutes les banques qu'on connaît tous et les contraintes qu'ils ont, qui accepteront, parce qu'elle n'est pas tout à fait créée, qui accepteront sur une petite poche d'être moins exigeants sur la RLB. Bon, ça, c'est un exemple. Il y a deux choses, une chose peut-être pour conclure. Bon, il y a deux choses. Là, premièrement, ce groupe Altemed, qui est solide financièrement, c'est un outil très puissant par rapport au rôle contracyclique que le président maire de la Fosse nous a donné. C'est-à-dire que, pour tout vous dire, j'ai participé ces dernières semaines à pas mal d'événements autour du logement, de la crise immobilière. Je pense qu'avec les outils que les métropoles ont, on peut anticiper beaucoup de choses et faire beaucoup sans attendre forcément que le gouvernement ait fait des choses. Je pense qu'il faut mieux être acteur que passéiste ou spectateur de ce qui est en train de se passer. Donc, nous, le groupe Altemed, on a dit, voilà, effectivement, il y a une crise du logement social, il n'y a plus de logements sociaux. À ACM Habitat, on va consacrer 30 millions de fonds propres dans les 3 ans qui viennent pour multiplier par 2 le nombre de logements qu'on fait en maîtrise d'ouvrage direct, en acceptant d'avoir un TRI qui est beaucoup plus faible. Je termine. Mais du coup, ce rôle contracyclique, il est important parce que si des groupes publics comme les nôtres ne faisons pas ça, personne ne le fait. Or, aujourd'hui, sur 100 opérations, 100 lots que j'ai sur le groupe Altemed à Montpellier, 100 lots avec des promoteurs, j'en ai la moitié qui sont, je vais dire, grippés, pour ne pas être négatif, mais qui sont plantés. Et pour les déplanter, mécaniquement, il faut être sur le terrain et trouver des solutions. Et puis la dernière chose, et c'est ma conclusion, c'est j'ai expliqué que le groupe Altemed avait une certaine taille critique, il y avait une culture qui était intéressante, qui était riche, mais il y a aussi un autre aspect intéressant, c'est que par les économies que j'ai pu générer, et je pourrais aller plus loin si ça intéresse certains d'entre vous, on a créé une fonction, une direction de l'innovation, avec un lab d'innovation, qui nous a permis de créer un écosystème à Montpellier avec une vingtaine d'acteurs, tous les acteurs de la FPI, de la FFB, des écoles d'architecture, des écoles de la French Tech et compagnie, pour créer autour d'Altemed une dynamique d'innovation qui nous permet notamment de lancer des groupes de travail et de faire des propositions sur les sujets du moment ou à venir. Je prends un exemple, on a lancé avec les banques un travail, c'est comment on arrive à essayer d'imaginer, c'est pas gagné puisque personne n'arrive à le faire, des solutions pour sortir de la crise du demande, en gros que les gens arrivent à pré-commercialiser les lots. C'est quand même la question du jour. J'ai vu aucune solution jusqu'à présent. Parce qu'évidemment, quand on vend à 7 000 et personne peut acheter à 5 000, il y a un petit problème. Et puis la deuxième chose, on a lancé beaucoup d'autres choses sur l'IoT, par exemple, comment dans nos fiches de l'eau, dans nos AC, on est exigeant avec les promoteurs, en même temps on ne leur demande pas de faire des trucs qui servent à rien et qui renchérissent énormément, parce que souvent on a des exigences qui sont très fortes. Et très récemment, et je fais une transition avec cet après-midi, j'ai vu par hasard tout à l'heure, on a aussi fait un marché d'innovation avec UpFactor, qui est une petite, enfin, je sais pas, c'est une petite start-up d'ailleurs, mais c'est une start-up qui a travaillé avec Nice et qui a signé pas mal de contrats en ce moment, où en gros ils scannent des zones géographiques pour identifier tout le potentiel de surévaluation par rapport aux contraintes réglementaires, pour savoir de combien d'étages on peut monter, combien de logements. Ça évite de faire des opérations tiroirs et ça permet d'accélérer la chose. Donc l'innovation, elle est importante. Et donc en gros, le groupe Altemed, c'est un groupe qui permet d'accélérer et qui montre sa force dans cette crise pour traverser la crise, ou avec son rôle contracyclique, et qui favorise l'innovation, d'autant que je ne l'ai pas dit, mais c'est bien dans ces périodes de crise que l'innovation est essentielle. Et qu'elle soit portée par le public. Et ça touche toutes les questions, dont les techniques de construction, etc., etc. Mais vu que tout le monde parle, j'arrête de parler. Bonsoir. Merci Cédric Graille. Bon, écoutez, on est très en retard. On est très en retard. Je suis même pas sûr qu'on ait du temps pour d'être. C'est dommage parce qu'évidemment, ce sont deux présentations passionnantes que je vais donner. Juste une question. Une question effectivement pour Fabien Guissot, s'il y a quelqu'un dans la salle qui souhaite revenir sur la nouvelle foncière qui est en cours de création par Grand Paris Aménagement.
Non, pas de questions. Bah, écoutez, on va conclure là-dessus de toute façon. Pas de questions pour Cédric Graille non plus. Merci de votre participation. En tout cas, vous pourrez discuter avec eux. Vous restez quelque temps. Vous assistez à